Bien, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Stanislas Bourron, qui assure la direction de l'Agence nationale de cohésion des territoires depuis maintenant 18 mois. C'est la troisième fois, Monsieur le Directeur Général, que vous êtes entendu par notre commission. En octobre 2022, vous avez été entendu avant votre nomination au titre de l'article 13 de la Constitution. En mai 2023, nous vous avions de nouveau entendu dans le cadre d'un cycle d'audition consacré à la NCT. Nous souhaitons, à l'initiative de Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur budgétaire pour avis sur les crédits consacrés à la cohésion des territoires, entendre chaque année le directeur général de la NCT, afin d'exercer un suivi des réalisations de l'agence au titre de notre mission de contrôle et de l'action gouvernementale. La Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable entretient en effet un lien particulier avec l'agence. En 2019, nous avions été chargés de l'examen de la proposition de loi d'initiative sénatoriale relative à la création de l'ANCT, pour lequel le rapporteur était également Louis-Jean de Nicolaï au titre de notre compétence aménagement du territoire. Je le répéterai tout à l'heure, dans le cadre du bilan d'application des lois, les dernières mesures d'application manquantes ayant été prises, la loi NCT de 2019 est aujourd'hui enfin pleinement applicable. J'avais dénoncé l'année dernière une certaine inertie dans l'application de ce texte, deux mesures restées en attente d'application depuis plusieurs années. Il s'agissait de la transmission au Parlement des conventions conclues entre la NCT et ses opérateurs et de la conclusion d'une convention définissant les moyens et les ressources dont disposera la NCT pour reprendre les missions de l'Agence du numérique. Un an plus tard, je constate que ces deux dernières mesures d'application importantes pour la bonne information du Parlement ont été prises. Maintenant que la loi est pleinement applicable, il est temps de dresser le bilan de l'action de l'Agence. Nous nous étions déjà livrés à cet exercice en mai dernier. Ma première question, Monsieur le Directeur Général, sera donc relative à l'évolution de la situation depuis cette dernière audition. Quel bilan faites-vous de l'exercice de la NCT depuis mai 2023 ? Quelles ont été les principales réalisations des agences? Quelles sont les perspectives de l'agence pour 2024 et 2025? Lors de cette précédente audition, la NCT était à un moment charnière. Vous étiez à l'aube d'une nouvelle phase pour l'agence avec la présentation de la feuille de route 2023-2026 par la ministre Dominique Faure et l'annonce du plan France Ruralité. Un an plus tard, où en sommes-nous dans la mise en œuvre de cette feuille de route? Où en est-on de la mise en place et en œuvre du plan France Ruralité et plus particulièrement du programme Village d'avenir? Avant de laisser mes collègues vous interroger à leur tour, je vous cède la parole, Monsieur le Directeur Général, pour répondre à quelques points. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Effectivement, vous m'auditionnez 16 mois à peu près après ma prise de fonction et un an après le dernier échange que nous avons eu devant la Commission développement durable. Et je pense que c'est intéressant effectivement de vous rendre compte de l'état d'avancement des choses un an après les premiers échanges que nous avions eus. Pardon, donc à cette époque, je vous évoquais effectivement, comme vous l'avez rappelé, que la feuille de route devait être arrêtée prochainement. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et ce qui a été le cas, puisque le conseil d'administration s'est prononcé le 29 juin 2023 sur cette feuille de route qui a déterminé un certain nombre de thématiques stratégiques qui vont être déployées par l'agence dans les années à venir. J'avais préparé un petit propos peut-être pour essayer de retracer ces grands axes stratégiques. J'essaierai peut-être d'être plus court et quitte à répondre ensuite à vos questions en insistant sur les points que vous évoquez tout particulièrement. Premier axe, plus de proximité pour l'agence. Le constat qui était fait au bout de 3 années ou 2 années et demie d'existence, teinté aussi de Covid et de plan de relance, était de dire qu'il fallait aussi qu'on se déploie au plus près du terrain. Deuxième axe, poursuivre et déployer les grands programmes déjà existants et en déployer de nouveau. Vous évoquez France Ruralité, Village d'avenir. Et puis dernier axe, je serai peut-être plus rapide, c'est être plus lisible, plus accessible, plus compréhensible aussi et mieux identifié par les acteurs intéressés. Sur la proximité, je dirais simplement qu'on a beaucoup travaillé depuis un an sur cette question à travers différents leviers. Comme vous le savez, les préfets sont les délégués territoriaux, de par la loi qu'a adoptée le Sénat, de l'agence. Donc ils sont, dans chaque département, le préfet de département est notre délégué territorial. Il a pu désigner assez souvent un délégué territorial adjoint, parfois plusieurs,
souvent ou le secrétaire général et le DDT, parfois des sous-préfets d'arrondissement. Donc il y a tout un réseau, un maillage sur lequel on a cherché à beaucoup s'appuyer et à renforcer les relations dans l'année qui vient de s'écouler. Donc cette mobilisation des préfets et des délégués territoriaux est un axe clé, et donc nous avons, et j'ai réuni en présentiel en octobre dernier la totalité de notre réseau à Ségur, et nous les maintenons une relation extrêmement régulière à travers des outils dématérialisés. Je fais ce qu'on appelle les webinaires dans notre jargon, mais qui sont des réunions en visio pour permettre, avec tout le réseau des préfets, sous-préfets, DDT et secrétaires généraux, sous-préfets d'arrondissement, de garder le contact et leur passer toutes les actualités et les attentes sur lesquelles on souhaite les voir se mobiliser. On a revu aussi nos conditions de communication à leur égard, mais je reviendrai dessus. Pour pouvoir les appuyer mieux, c'était un des sujets, aussi pour leur apporter le soutien nécessaire pour qu'ils puissent être mieux déployer l'action de l'agence sur le terrain. On a doublé notre équipe de chargés de mission territoriaux. C'est un engagement qu'on avait pris en début d'année 2023. Il est aujourd'hui tenu en un an. Nous avons une vingtaine de personnes qui aujourd'hui sont en soutien exclusif des préfets et des équipes des préfets pour les aider, notamment sur tout ce qui est l'ingénierie de proximité. Au-delà de ça, et je pense que c'est un point très important, on a pu obtenir la signature d'une circulaire clé, puisqu'en fait l'agence n'avait pas eu de message adressé au préfet depuis mai 2020, époque qui était quand même marquée par d'autres priorités pour tout le monde, à vrai dire. Et donc une circulaire du 28 décembre 2023, signée par M. Béchu et par Mme Faure, a donné un certain nombre d'orientations au préfet, 4, qui sont absolument fondamentales pour justement permettre cette proximité de l'agence et de ses délégués territoriaux vis-à-vis des enjeux et de ce qui nous remonte comme étant un point nécessaire, c'est-à-dire la capacité de tout élu qui a un projet de pouvoir trouver le chemin pour se faire accompagner. Et donc nous avons, cette circulaire prévoit notamment la création d'un guichet unique d'accès à l'ingénierie dans tous les départements de France avec une adresse standardisée. Donc ce guichet unique aujourd'hui il est déployé dans les 2/3 des départements. On fait un suivi très régulier. Mettre en œuvre des forums d'ingénierie au moins une fois dans l'année. Pratiquement 70 sont déjà organisés ou prévus dans l'ensemble des départements. Là aussi, pour faire connaître toute l'offre d'ingénierie qui existe, agences techniques départementales, CAUE, Interco, Banque des territoires, et évidemment l'ingénierie que l'agence elle-même peut déployer. C'est aussi un recensement de l'ingénierie locale. Toujours la même chose, c'était une mesure législative que le Sénat a adoptée, qui était aujourd'hui un peu déficiente, et on a souhaité que tous les départements puissent réussir à mettre en place un petit guide de l'ingénierie locale qui serait à disposition des élus, les élus ruraux qui ne connaissent pas très bien pour pouvoir s'orienter. Cette mobilisation des acteurs locaux aussi doit passer par les CLCT, les comités locaux de cohésion des territoires, dont aujourd'hui 95% des départements ont un rythme de réunion régulier. C'est aussi donner des moyens. Une fois qu'on a dit qu'il fallait animer le réseau, qu'on leur a donné des objectifs, il faut aussi qu'il y ait des moyens pour faire vivre et permettre d'accompagner les projets des territoires, puisqu'on va leur permettre de mieux trouver le chemin pour être accompagnés. Les crédits d'ingénierie de l'agence ont été doublés dans la loi de finances 2024. Je remercie d'ailleurs le Parlement qui a adopté ces dispositions. Et donc aujourd'hui, 20 millions d'euros de plus ont été mis à disposition de l'agence pour l'année 2024. Ces crédits ont été pour l'essentiel déconcentrés au préfet. Notre axe de travail était de dire la proximité, c'est que le contact doit se faire au plus près du terrain dans chaque département entre les services de l'État départementaux sous la direction du préfet et les élus directement concernés à travers le guichet unique, les échanges réguliers qu'ils ont, les déplacements. Donc c'est pas aller chercher à Paris le soutien, avoir en proximité immédiate les moyens, et donc on a délégué environ 150 000 € de crédit pour chaque préfet pour qu'il puisse accompagner des projets d'ingénierie dans chaque département. Et c'est à leur main. C'était opérationnel depuis le 1er mars qu'il a fallu qu'on modifie notre décret d'organisation, qui est un décret en Conseil d'État. Ces moyens d'ingénierie de l'agence stricto sensu, on a aussi, et le ministre Béchu a souhaité que ce soit ainsi, on nous a donné aussi le pilotage des crédits d'ingénierie du fonds vert, puisqu'il y a une enveloppe du fonds vert qui est déconcentrée au préfet d'ingénierie, qui permet notamment de cofinancer des postes autour de la transition écologique. Donc cette enveloppe aujourd'hui, qui est mise en œuvre par les préfets, elle est aussi sous notre responsabilité, ce qui permet d'assurer une cohérence de l'action, du soutien de l'État au niveau local. Être plus en proximité, c'est aussi mobiliser les grands opérateurs de l'État qui apportent des compétences d'accompagnement d'ingénierie très utiles, mais qui sont parfois difficilement accessibles. Alors certes, on a mis en place ce guichet unique, mais on a aussi beaucoup travaillé avec l'ADEME, le CEREMA, l'ANA, l'ANRU et la Banque des territoires, qui sont les 5 grands
acteurs que la loi a prévu que nous réunissions régulièrement, donc tous les mois, je les réunis, et nous avons signé fin novembre de nouvelles conventions, une convention quadriennale, qui prévoit un certain nombre d'engagements réciproques, et les engagements notamment de ces opérateurs qui, pour certains, n'ont pas de maillage départemental. Donc comment on peut aller les saisir et ils peuvent être mobilisés. Ils ont donc tous accepté de passer par ce guichet départemental tenu par les préfets en cas de besoin. C'est-à-dire que le besoin remonte au préfet, comme je le disais, et le préfet pourra aller, avec notre soutien, solliciter l'ADEME ou le CEREMA pour un accompagnement spécifique s'il est nécessaire. C'est aussi un recensement intégral qui n'avait jamais eu lieu, et c'est une demande du Parlement, de la totalité de l'offre d'ingénierie de l'ensemble de ces opérateurs, qui sont des grands opérateurs d'ingénierie. Et ce document a été mis et communiqué au service de l'État à la fin du mois de novembre et a été présenté lorsque les conventions avec tous ces partenaires ont été signées au Salon des maires. Donc cette coopération renforcée avec tous les grands opérateurs nous permet aussi aujourd'hui d'offrir aux services de l'État qui sont sollicités par un élu de proximité de pouvoir leur expliquer la totalité de la gamme de soutien que l'État peut rapporter directement ou à travers ses opérateurs. La proximité, c'est aussi aller au plus près du terrain. C'est le mandat qu'on nous a donné avec le président Christophe Bouillon lorsque nous avons pris nos fonctions. Et nous avons engagé un tour de France qui m'a amené à aller dans un certain nombre de départements ainsi que le président de l'agence. Nous en sommes à environ 50 départements visités, alors dans des conditions différentes, où nous sommes allés au contact des élus, au contact des préfets, des DDT, des chefs de projet qui portent les différents programmes que nous portons. Et le constat que l'on peut faire, qui certes au début aurait pu paraître un peu peut-être biaisé, mais au bout de 50, il me semble être quand même assez partagé, est un constat d'un très grand dynamisme et vraiment d'une dynamique très forte portée par les élus sur les programmes et les actions que nous avons proposées dans les différents dispositifs, et une agence qui continue à se faire connaître et qui commence à être de plus en plus connue sur le terrain de tout le monde. Peut-être pour répondre, Monsieur le Président, sur les quelques grands programmes, sans être trop longs, qui font notre actualité aussi depuis un an. Vous avez évoqué notamment France Ruralité, qui est un dispositif très large, qui prend la suite de l'agenda rural, qui est un plan interministériel, puisqu'il y a des mesures autour de la santé, de la culture, de l'éducation. Mais je m'arrêterai peut-être plus particulièrement sur un programme d'ingénierie dont vous avez tous entendu parler, qui est Village d'avenir, et qui se déploie aujourd'hui dans chaque département. La réflexion a été celle-ci. Nous avions Action Cœur de Ville qui travaillait sur les villes moyennes et qui, il faut le dire, connaît un vrai succès. Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards d'euros engagés, beaucoup sur des sujets de logement d'ailleurs et de commerce, donc pas que de l'équipement public. Donc 8 milliards d'euros consommés à date. Nous avions Petite Ville demain qui est en phase opérationnelle, 1600 communes, 900 chefs de projet qui effectivement est à la phase opérationnelle et qui connaît aussi un grand succès, 1,7 milliard consommés aujourd'hui à travers les différents financeurs. Et on avait une strate de villages, de bourgs-centres, de petites centralités qui n'avaient pas trouvé leur espace dans ces grands programmes et qui méritaient d'être accompagnés. Et c'est pour ça que 2500 communes, pour une première vague, ont été retenues à la fin de l'année dernière, qui sont accompagnées par 120 chefs de projet financés intégralement par l'État et positionnés dans les services départementaux de l'État. Nous avons la responsabilité d'animer ces chefs de projet. Donc nous en avons formé une centaine déjà. Ils sont tous recrutés. Et ils sont en train, les derniers vont prendre leur fonction au mois de mai. Et ils seront donc disponibles. Dans les départements les plus gros, ils seront 2. Et dans les autres, il y en aura 1, sauf Paris. Puisqu'on considérera que le sud de réalité est un peu éloigné. Ces chefs de projet nous permettent aujourd'hui d'identifier plus de 7500 projets qui sont portés par ces 2500 communes et qui seront accompagnés pendant une durée plus ou moins longue selon la complexité du dossier. Et ils seront des interfaces entre les autres services de l'État, les autres opérateurs, voire les acteurs locaux si besoin était, pour être en appui des maires ou des élus de la commune qui, il est vrai, parfois ont des moyens humains à leur disposition assez limités, que ce soit dans la commune, dans l'intercommunalité. Vendredi dernier, dans un déplacement, on voyait un maire très motivé et impliqué, mais avec 2 effectifs dans sa commune. C'est un peu court pour porter des projets complexes et il avait besoin effectivement d'un soutien que lui apportera ce programme. Sans être trop long sur les autres grandes actualités de l'agence, peut-être quand même indiquer, ça intéressera un certain nombre d'entre vous, que nous avons actualisé la géographie de la politique de la ville, des quartiers, les QPV comme on dit dans le jargon, à la fin de l'année 2023, ce qui a occupé l'agence pendant toute une année, dans un travail itératif avec les préfets et les élus, pour permettre aujourd'hui d'arrêter la nouvelle cartographie des QPV pour l'année, en début d'année 2024. 1362 QPV, avec 110 nouveaux QPV et
40 sortants, mais une grande stabilité, on va dire, des territoires concernés par la politique de la ville et ses dispositifs. C'est aussi donc maintenant la signature des nouveaux contrats de ville qui va nous occuper tout au long de l'année, avec déjà 60% d'entre eux qui ont été signés. Et le déploiement aussi des cités éducatives, qui sont des dispositifs qui fonctionnent très bien et qui vont être généralisés après les décisions du comité interministériel à la ville du 27 octobre dernier. Quelques mots peut-être sur France Service aussi, qui est un grand programme qui a été relancé il y a quelques jours par le Premier ministre, qui, comme vous le savez, les objectifs étaient de 2500 espaces France Service ouverts à la fin d'année 2022. L'objectif a été tenu et dans la réalité, à fin 2023, on était déjà à 2700. Et le Premier ministre a annoncé l'objectif de rajouter 300 France Service de plus d'ici 2026, ce qui nous amènera donc à 3000 France Service, et l'extension du bouquet de services. Alors, en 2024, on a déjà ouvert 2 nouveaux services. D'abord, l'ANA est rentrée, avec MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt', qui aujourd'hui est un dispositif qui peut être sollicité dans les France Service, mais aussi le chèque énergie à travers le ministère de la Transition écologique. Et demain, l'annonce a été faite, c'est-à-dire qu'en 2025, nous ferons rentrer l'URSSAF, notamment au titre des particuliers employeurs. C'est un vrai sujet, notamment dans le monde rural, avec des difficultés pour les déclarations ou les conditions de gestion des contrats de travail, et aussi les auto-entrepreneurs, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des questions de proximité qui peuvent être apportées par les conseillers France Service. Et enfin, un point qui n'est pas le moins important, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le soutien de l'État aux France Service a été accru, 40 000 € cette année, 35 000 € l'année dernière, et il montera jusqu'à 60 000 € en 2026, avec une étape en 2025 à 50 000 € de soutien pour chaque France Service. Sur le numérique, peut-être juste pour dire que nous avons continué en 2023 à déployer et à structurer tout ce qui est le sujet de l'inclusion numérique avec les conseillers numériques, qui sont, vous savez, 4 000 postes répartis pour beaucoup en appui dans les collectivités locales, dans les départements, syndicats mixtes, mais aussi les intercommunalités, et qui ont un rôle clé pour faciliter l'accès aux démarches administratives aussi, et à former aussi une partie de notre population qui se trouve en difficulté vis-à-vis notamment des systèmes numériques et dématérialisés d'aujourd'hui. Donc ce développement des conseillers numériques se fait en étroite collaboration avec effectivement les collectivités et dans un cadre aussi, une organisation de dispositifs qui a été mise en œuvre en 2023 et qui aujourd'hui, je crois, commence à permettre d'avoir vraiment une organisation très structurée dans chaque département. Enfin, nous avons développé en 2023 de nombreux outils numériques de base en open data pour les plus petites collectivités qui n'ont pas les moyens ou la possibilité d'accéder à des outils de base, notamment des outils sécurisés pour lutter contre la cybermalveillance et la cyberdélinquance en lien avec l'ANSSI. Je conclurai peut-être pour dire que le troisième axe, c'était la lisibilité. Quelques temps forts en 2023 pour rendre plus facile d'accès et compréhensible l'action de l'agence, qui est un établissement encore récent, qui n'a que 4 années. La création, enfin le lancement de l'ANC Tour, qui était une grande réunion qui a réuni 4000 personnes en mai dernier, donc a été un succès dans lequel nous avons pu présenter la totalité de notre offre de services. Mais au-delà de ça, donc un autre ANC Tour qui est prévu le 11 juin prochain en Occitanie, qui nous permettra en région de refaire aussi une présentation de l'ensemble de notre offre de services. Plus globalement, c'est la refonte complète de tous nos outils de communication, site internet, lettres de communication, lettres au préfet, boîte à outils pour les chefs de projet et les élus, qui est simplifiée, ramassée, de façon à avoir aussi une capacité à appréhender de façon plus simple et plus synthétique l'offre de services de l'agence pour tous. Enfin, nous allons continuer de nous rendre, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans des rencontres où le président et moi-même sommes invités, à toutes les assemblées générales des maires, à toutes les assemblées d'associations d'élus, à toutes les réunions, je pense à la Fédération des agences d'urbanisme, travailler aussi avec les directeurs des associations départementales des maires sur des sujets techniques, être en contact avec tous les acteurs privilégiés du terrain pour faciliter l'appropriation des outils. Car l'objectif que nous avons, c'est que les choses soient simples, appréhendées et mises en œuvre sur le terrain. Nous sommes une boîte à outils à destination des acteurs locaux et c'est ça notre objectif, faire connaître ces boîtes à outils pour qu'elles soient totalement prises en compte. Voilà peut-être des éléments de présentation que je pouvais faire, Monsieur le Président. Et dans les perspectives que nous avons pour cette année, effectivement, c'est le déploiement de tous ces outils de proximité en matière d'ingénierie qui est la clé pour nous, ainsi que les grands programmes, comme notamment le programme Village d'avenir. Merci, Monsieur le Directeur Général. J'ai passé la parole à notre rapporteur. Je vais passer la parole à Louis-Jean de Nicolaï. Merci, Monsieur le Président. Merci,
Monsieur le directeur général, pour toutes les explications. On a l'occasion de se rencontrer souvent sur cette problématique-là. Moi, j'aurais trois questions, parce que mes autres collègues en auront certainement, et puis je me permettrai de poser une question de Rémy Pointreau, qui ne peut pas être là aujourd'hui, sur le problème des ZRR. La première question, vous en avez parlé, c'est sur la visibilité de la NCT auprès des élus locaux. Donc vous avez fait un tour de France. Jusque-là, le bilan était plutôt mitigé. Il semble qu'à travers ce tour de France, ce bilan commence, et la présence de l'agence commence à se faire sentir. De la part des élus locaux, ceux que vous avez rencontrés, plus que de l'administration, quel bilan sortez-vous? Quelles sont les questions essentielles qui vous ont posé, en dehors des félicitations de savoir que tel et tel programme marchait bien? Je ne doute pas une seconde qu'ils en aient parlé, mais je crois que c'est important de savoir un peu pour l'organisation de l'agence comment ils ont senti cette chose-là. La deuxième question, c'est au sujet des comités locaux de cohésion territoriale. Est-ce que vous avez assisté, vous, dans vos tours de France, à ces comités locaux de cohésion territoriale? Est-ce que vous avez senti que partout, ils avaient la même teneur, ou est-ce qu'il faut les améliorer? Est-ce qu'il faut travailler un peu plus là-dessus pour vraiment sentir l'adhésion ou pas des collectivités, plus sur que faisons-nous de notre territoire que comment appliquons-nous PVD, comment appliquons-nous Village d'Avenir, quelles sont les aides que vous pouvez nous apporter, etc. Est-ce qu'il y a véritablement une prise en compte, ou que c'est simplement une simple chambre d'enregistrement où le préfet explique, ou le DDT explique tout ce qu'il a fait? Je suis persuadé que c'est très bien, mais c'est quelque chose d'important. Le troisième point, c'est le problème de la gouvernance de la NCT. J'en ai parlé au conseil d'administration. Le conseil d'administration se passe d'une façon extrêmement sympathique, mais c'est une explication de tout ce que fait l'agence. Et il y a peu de discussions sur qu'est-ce qu'il faut faire entre élus et administration pour l'avenir, pour que l'agence soit plus efficace, que les sujets d'actualité soient pris en compte, le problème de la présence des services sur les territoires, le problème de l'organisation même de France Travail avec France Service, enfin d'une certaine cohésion. Moi, j'ai soulevé le problème du comité stratégique entre les élus et l'agence pour qu'il y ait au fond, une fois par an au moins, une réflexion de la façon la meilleure sur lequel on pourrait travailler. Et puis le dernier point sur la volonté que les conventions sont maintenant renouvelées. Quels sont les apports complémentaires qui ont été faits à travers ces conventions avec les différents organismes sur lesquels vous avez travaillé? Est-ce que ces conventions sont à l'identique, ou est-ce qu'il y a eu des améliorations pour une plus grande lisibilité, peut-être une plus grande intégration de la part de l'ensemble des acteurs et une plus grande compréhension du rôle de l'agence? Et puis le petit dernier point, est-ce que les appels à manifestation d'intérêt sont supprimés au profit d'une discussion directe entre l'agence et les territoires? Et puis, si vous me permettez, sur la question de Rémy Pointreau, sur le zonage France Ruralité Revitalisation, qui remplace le nom des ZRR, dans le cadre de la projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement a proposé une réforme de ce zonage auquel les élus locaux sont particulièrement attachés et qui entre en vigueur au 1er juillet 2024. De nombreux élus locaux que je rencontre dans mon territoire et dans d'autres parlent déjà d'un fiasco en raison de nombreuses aberrations du nouveau régime de zonage et des inégalités territoriales qui subsistent, voire s'aggravent. Et donc, en réponse à une question d'actualité au gouvernement du président Longeau le 29 février dernier, la ministre Dominique Faure a annoncé qu'elle ne laisserait aucun maire sans solution. Nous nous en déduisons qu'un accompagnement sera proposé aux nombreuses communes exclues du dispositif à partir du 1er juillet 2024. Monsieur le directeur général, l'ANCT sera-t-elle associée à l'accompagnement des communes qui sortiront bientôt des zones de revitalisation rurale? Et si ce n'est pas le cas, une telle association de l'agence vous paraît-elle souhaitable? Merci. Je vous laisse répondre au rapporteur, puis après, je donne la parole à mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je vais essayer de reprendre les différents points que vous évoquez. Alors, peut-être le bilan dans les déplacements que nous faisons avec le Président
et dans tous les départements, enfin, il en reste encore un bon nombre et on a l'objectif de poursuivre, évidemment. Les questions qui reviennent, alors le satisfecit, il est surtout, moi ce qui m'intéresse, surtout de savoir la dynamique qu'elle lance. Et cette dynamique, elle est indéniable. Une dynamique portée par les élus et que nous, on peut accompagner avec les services de l'État, les opérateurs, les grands acteurs. Ça, c'est indéniable. Après, c'est les difficultés qui sont rencontrées. C'est plutôt ça que j'essaye d'aller voir, moi. Est-ce que les outils qu'on a mis à disposition permettent de répondre à tout, ou est-ce qu'il y a des points de faiblesse sur lesquels il faudrait qu'on travaille, ou aller mobiliser des accompagnements spécifiques? Un des points qui me marque, pour tout vous dire, et c'est le sujet de l'habitat ou du logement, en fait, qu'on va retrouver dans des conditions un peu différentes, mais des plus grandes communes aux plus petites. Notamment lorsqu'on est sur des zones qui peuvent être en déprise démographique ou il y a une démographie qui n'est pas ultra forte, c'est-à-dire qu'on sort des zones littorales ou de quelques métropoles. Et ce sujet, notamment des logements vacants, qui se trouvent dans les centres-bourgs ou les centres-villes, est un sujet complexe, qui a été identifié dès le début, à travers Action Cœur de Ville, c'est aussi reconquérir, ou PVD, les logements vacants du centre-ville. Mais on s'aperçoit que c'est compliqué, que ça prend du temps, et que ça exige une ingénierie vraiment spécialisée, notamment avec les OPA, mais qui peuvent aller au-delà. Donc on voit qu'il y a des certain nombre d'outils juridiques qui méritent sans doute d'être encore retravaillés. C'est une demande qui nous remonte. Et ce sujet-là, moi, me frappe comme étant un des constats que je fais, sur lesquels on a sans doute encore à continuer à mettre l'effort. Au regard notamment des besoins de logement de nos populations. Et si on veut être dans une logique de densification, parce que la densification, c'est la dynamique économique et d'habitat, la densification d'habitat de façon raisonnable, mais donc de reconquérir ce qui est déjà construit, il faut remettre sur le marché des logements qui sont aujourd'hui là, mais qui sont les fameux volets fermés. Donc ça, c'est quand même un sujet qui, à mon avis, mérite qu'on continue à y travailler. Avec quels leviers financiers, quels outils, notamment quels maîtres d'ouvrage dans tous les départements. Il y a un certain nombre de foncières qui existent, parfois des SEM départementales, parfois des structures intercommunales. Mais à un certain nombre d'endroits, il n'y a pas ces outils. Et ça, c'est une vraie question. C'est comment on arrive à apporter l'outil qui permette à la commune de taille moyenne ou même un peu grande, mais qui est en difficulté, d'arriver à passer le cap. Sur les CLCT, alors, je vous le disais, on est à plus de 90% des départements qui les font vivre très régulièrement. On m'a même fait une remontée d'un département qui l'a déjà réuni 9 fois. Alors là, c'est vraiment très intense. Voilà. Mais voilà, donc je pense que sans doute entre 0 et 9, il y a un juste milieu. Je vous rejoins sur la grande diversité, notamment au début de l'outil, la façon dont il a été approprié. C'était souvent assez descendant pour une présentation des dispositifs. Moi, j'ai participé à une dizaine de CLCT dans les déplacements que j'ai faits, donc je ne prétends pas avoir l'exhaustivité, et qui était un peu différent parce que j'étais dans une logique aussi d'explication de nos actualités, et puis d'un retour sur comment les élus voyaient leurs problèmes, etc. Je pense qu'en fait, il est vraiment important que ce comité local soit exactement ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, soit lui la détermination d'une stratégie territoriale et d'accompagnement en ingénierie, voire en investissement, de cette stratégie. C'est vraiment là que ça doit se passer parce qu'on a tous les bons acteurs autour de la table, le département, sous représentants de la région, les intercos, les maires des communes rurales, les agences techniques, enfin, on a tous les grands acteurs, les opérateurs, et c'est vraiment là où ça peut vraiment se passer. Alors on ne rentre pas forcément dans le projet, mais vraiment dans les problématiques rencontrées par le département, parce que ce qui est frappant, c'est que les outils, les difficultés, les contraintes sont quand même extrêmement hétérogènes et variées selon les départements. Et c'est la richesse de notre pays, c'est aussi un peu la complexité, c'est-à-dire que le produit clé en main, il n'existe pas. Donc il y aura toujours besoin de s'approprier et de trouver la réponse adaptée au contexte local. Et donc ça, vraiment, je pense que c'est ça que doit être le CLCT. J'ai le sentiment que pas mal de préfets ont compris l'intérêt d'avoir plutôt cette logique, l'arrivée du fonds vert, l'arrivée des stratégies autour des COP, de réfléchir à comment on s'empare de ces questions, amène à pouvoir sortir d'une logique où on déroule simplement des thématiques et on prend plus en compte aussi, on travaille sur la stratégie. Sur la gouvernance de l'agence, je vous rejoins sur l'intérêt aussi qu'on arrive. Alors on a essayé de modifier quand même pas mal le conseil d'administration dans son fonctionnement pour mettre les points à débat plutôt d'information plus en avant et moins les points statutaires qui ne sont pas toujours les plus attractifs dans un conseil d'administration, les points sur les conventions ou sur les volets statutaires. Je vous rejoins sur peut-être, mais il faudra évidemment qu'on voit ça avec le président, qui est le président du conseil d'administration, voir si on pouvait organiser une sorte de conseil d'administration dédié à la stratégie, ou alors un temps dans un conseil d'administration dédié à la stratégie. Mais ça se prépare, il faudrait qu'on le prépare un peu en avance pour justement qu'il puisse y avoir ce débat plus simple et puis sans enjeu de vote ou de présentation d'un programme.
Sur les conventions avec les opérateurs qui ont été signées en fin novembre dernier, elles ne sont pas du tout pareilles que les précédentes. Les précédentes avaient connu un succès inégal, plutôt bon, mais celles qui avaient voulu mettre quand même des engagements financiers ont été très compliquées à mettre en œuvre. Donc on a passé sur une logique différente, c'est la logique de la reconnaissance, il y a 2 points clés, la reconnaissance d'un guichet unique départemental, systématiquement s'il y a un besoin, ce qui n'était pas acquis avec des opérateurs qui n'ont pas cette organisation départementale, c'est-à-dire que ce n'est pas leur façon de fonctionner. Donc ils ont accepté, voilà, on a été très insistant, et la ministre aussi, pour que ce soit le chemin d'accès à l'information, c'est le niveau départemental. Et puis, on a insisté aussi pour qu'ils nous portent à connaissance la totalité de leur offre d'ingénierie. Et on a fait un classement, ce petit document le résume de façon extrêmement synthétique, par thématique et par type d'ingénierie, financement de chef de projet, évaluation, subvention, toute la gamme des possibilités d'ingénierie, qui sont les acteurs et derrière, quel type d'outils on peut utiliser. Et ça, c'est à la disposition, évidemment, des préfets, des DT, qui peuvent guider ensuite, sur le chemin, toute collectivité qui le demande. Et ça n'existait pas. C'était une exigence législative que la loi nous avait fixée, et on n'a pas réussi à aller au bout. Donc on a réussi, tout le monde a accepté de mettre sur la table la totalité de son offre d'ingénierie, dans toute sa variété, on l'a classé, organisé, trié, et aujourd'hui, c'est un document qui est exploitable par des gens experts, mais qui est exploitable. Et tout est sur Aide Territoire, qui est un système, une sorte de bible des soutiens divers qui peuvent être apportés, et de là en ingénierie notamment, et dont d'ailleurs nous allons avoir la gestion dans les prochains mois, puisque Aide Territoire nous est transféré pour que nous soyons là aussi en cohérence pour travailler sur ces sujets d'ingénierie. Sur les appels à manifestation d'intérêt, les appels à projets, comme on dit. Alors je fais la chasse aux appels à projets parce que j'ai beaucoup entendu ce sujet-là qui par ailleurs n'est pas vraiment dans ma culture. Ce que nous souhaitons faire, c'est d'abord systématiquement demander pour tous les sujets sur lesquels nous avons une décision qui peut être nationale, ça peut arriver, l'avis systématiquement des préfets, de départements et parfois en plus de régions, avant et d'en tenir compte au moment de la décision nationale. C'est vraiment pour nous, si je donne un exemple, lorsqu'on a travaillé sur un programme qui était sur la revitalisation des zones commerciales, vous savez, ce qu'on appelle les entrées de ville, il y avait un dispositif avec une enveloppe nationale que le ministère du Commerce avait mis à disposition de l'agence, mais nous étions un parmi d'autres acteurs. Nous avons systématiquement demandé au préfet d'évaluer les projets que les collectivités avaient proposés. Et ce n'est pas nous de Paris qui avons trié. Voilà. Après, il y a pu y avoir une analyse technique, bien sûr, mais le point d'entrée, systématiquement, ça passe par les préfets, départements et ou régions pour faire avoir une première expertise, une première priorisation si besoin est. Sur le sujet des FRR, alors je pense que la ministre s'est exprimée, c'est un sujet sur lequel nous suivons évidemment avec attention, même si nous ne sommes pas directement à la manœuvre. Vous le savez, un certain nombre des exonérations fiscales et sociales pour les communes qui sortiraient qui étaient en ZRR, qui ne seraient plus en FRR, restent pour un certain nombre d'années valables, donc il n'y a pas un effet couperet immédiat. Néanmoins, pour les communes qui ne seraient plus éligibles, et vous le savez aussi, c'est un système qui fonctionne sur des critères, donc les critères ont leur qualité, c'est-à-dire que c'est objectif, ils ont un défaut, c'est qu'il y a des gens qui sont dedans et d'autres qui ne le sont pas, et parfois pas beaucoup. Mais c'est des critères qui sont objectifs avec tous les effets de seuil que ça peut avoir. En tous les cas, je vous rejoins complètement, et effectivement, c'est une évidence. Nous serons aux côtés, à travers les outils d'accompagnement si nécessaire qu'on a, des communes ou des groupements de communes, si besoin est, qui ne seraient plus éligibles effectivement au dispositif ZRR pour accompagner leurs projets d'une certaine façon. Et puis, il a été rappelé aussi qu'il y aurait une attention très forte des préfets à travers notamment ce soutien d'investissement sur ces mêmes communes. Donc, évidemment, nous aurons un suivi très attentif des communes qui sortiraient du dispositif parce qu'elles représentent pour nous un enjeu pour que les choses se passent au mieux dans le contexte de cette évolution de l'exonération, de la fin de l'exonération fiscale et sociale. Merci. Je vais donner la parole à Sébastien Fagnin. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur Général pour la présentation exhaustive des actions menées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ma première interrogation porte sur le déploiement du plan France très haut débit, dont nous avons pu constater, notamment au travers de la mission budgétaire dont notre commission a la charge,
qu'il marquait le pas, avec moins de raccordements réalisés en 2023 qu'en 2022, et des inquiétudes nées des réductions de crédits engagées il y a quelques semaines, et donc le rôle qu'entend jouer l'ANCT dans l'accompagnement des collectivités, notamment au travers des réseaux d'initiatives publiques, afin d'accompagner nos concitoyens au raccordement à la fibre, avec la fin programmée du réseau cuivre qui s'est engagé et qui devrait normalement s'achever à la fin de la décennie. Et cela fait écho également à une deuxième interrogation concernant la résilience des réseaux. Dans le cadre de cette mission budgétaire, nous avons pu auditionner la Banque des territoires qui nous a interpellés à ce sujet. Nous avons pu le constater de façon tout à fait empirique au cours de l'automne et de l'hiver marqué par de nombreuses tempêtes, que les réseaux étaient particulièrement fragiles et pouvaient mettre à la fois en danger nos concitoyens, mais aussi mettre à l'arrêt un certain nombre de services publics, et notamment les services publics d'urgence, lorsque nous en avons le plus besoin. Et ma troisième interrogation porte sur le zéro artificialisation net et le rôle qu'entend jouer l'ANCT dans sa mise en œuvre et le rôle qu'entend jouer l'agence dans cette planification écologique. Vous avez abondamment évoqué l'ingénierie. Cela a été évoqué par notre collègue Louis-Jean de Nicolaï sur les écueils nés d'une vision presque exclusivement programmatique et d'une ingénierie à distance liée à une politique du guichet, pour le dire de façon extrêmement simple, et la façon dont vous envisagez le rôle de l'agence dans cette mise en œuvre concrète et l'accompagnement des élus locaux, notamment par un lien peut-être plus ténu entre les directions départementales des territoires, entre les DDT et les DDTM, pour apporter l'ingénierie concrète et de proximité afin de renouer avec une vision planificatrice au long cours et plus seulement par à-coup liés à des appels à projets dont nous savons malheureusement qu'ils peuvent obérer les opérations de temps long, alors que nous avons plus que jamais besoin d'une vision prospective pour réussir la mise en œuvre d'une politique de sobriété foncière à l'échelle nationale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. En amont de cette audition, j'ai consulté les maires de mon département pour avoir leur point de vue sur l'ANCT. J'ai eu beaucoup de retours. Il y en a un certain nombre qui connaissent l'ANCT, c'est une bonne chose pour vous. Et ceux qui connaissent sont plutôt satisfaits des services qui sont rendus aujourd'hui par l'agence. Mais par contre, certains ne connaissaient pas du tout l'agence. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est notamment des maires de communes de petite taille qui ont le plus besoin de l'ingénierie. Et à côté de l'ingénierie, surtout du financement. Et alors là, c'est tous, même ceux qui vous connaissent et qui sont satisfaits de vos services, ils attendent vraiment qu'à l'issue des réunions avec les chargés de projet, il puisse y avoir les moyens financiers pour mettre en œuvre les projets. Vous avez évoqué la nécessité absolue de la revitalisation des cœurs de bourg et l'importance de l'amélioration du logement dans notre pays, en ville comme dans les territoires ruraux, mais ça ne se fait pas sans moyens financiers. Et pour reprendre une formule des élus, c'est vraiment la jungle de dispositifs et d'interlocuteurs pour arriver au bout de projets de revitalisation. Donc ça, c'est côté collectivité locale. Et je dirais aussi côté acteurs économiques de nos territoires. Je pense à un dispositif que vous avez porté, le fonds de soutien aux commerces ruraux, avec des dotations pour certains entrepreneurs, des engagements qui sont attendus, des courriers de ministres, mais ceci dit, les courriers de ministres, ça ne satisfait pas les banquiers. Et il y a parfois un décalage entre une situation d'une entreprise, l'annonce d'un déblocage de fonds de votre agence et une situation économique de l'entreprise. Donc là, c'est un vrai sujet et un vrai sujet d'inquiétude pour ces acteurs économiques. Et je pense à des jeunes entrepreneurs en particulier qui sont dans la difficulté aujourd'hui. Donc je voulais profiter de cette audition pour remonter ce point-là. Je voulais également évoquer la fabrique des territoires dans laquelle l'ANCT s'est investie. Vous n'avez pas parlé sur les tiers-lieux, qui sont des outils de dynamisation dans nos communes. Lorsqu'ils sont portés par des associations en lien fort avec les communes, se pose le problème du fonctionnement dans la durée.
et dans le tissu qui peut être fragile économiquement et un tissu aussi associatif en difficulté, s'il n'y a pas le financement dans la durée, eh bien, le tiers-lieu peut péricliter, et alors qu'il y a aujourd'hui, il y a des dynamiques réelles autour des tiers-lieux. Donc, quelle réponse pouvez-vous apporter sur ce sujet? Et enfin, d'une façon plus générale, dans le contexte où beaucoup de nos concitoyens regrettent qu'il y ait beaucoup d'agences, et les 1200 agences avec les 107 milliards de budget, et que d'une façon générale, c'est un peu remis en cause par un certain nombre de citoyens et même d'élus, le directeur général du CEREMA qui a évoqué la possible fusion ADEME, ANCT et CEREMA. Vous n'avez pas évoqué dans vos propos. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle opération? Est-ce que ça pourrait apporter davantage d'efficacité, en sachant, et ça fait le lien avec ma réflexion liminaire, qu'il faut, pour que ce soit bien identifié par les élus, il faut une stabilité des structures pour que tout le monde puisse bien savoir qui fait quoi, et aussi une stabilité aussi dans les dispositifs. Il y a les structures et les dispositifs, et je termine en disant qu'il faut sortir peut-être de la politique du slogan pour laisser la place à l'action, parce que cœur de ville, PVD, France Ruralité, Village d'Avenir, voilà. Merci. Si je vais donner la parole à Pierre Barros. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur pour votre présentation. Il y a beaucoup de collectivités qui ont eu affaire à énormément de dispositifs, et c'est vrai que la liste est longue des agences, des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner notamment une certaine désertification des services publics qui s'est installée au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que c'est toujours bon à prendre de mettre en place des choses qui permettent de pallier et puis de rapprocher le service public des publics, c'est quand même et puis un service public porté par des gens et pas par face à la dématérialisation, c'est quand même un sujet. Et c'est vrai que le travail se fait toujours très bien avec les services de l'État de ce côté-là, et en fait, ça porte ses fruits. En fait, ça revitalise, les collectivités progressent, elles deviennent plus attractives, et à la fin, on voit une évolution d'ailleurs de l'indice de position sociale. On voit que les quartiers en politique de la ville, la question après ça, le glissement sur les territoires de veille, qui est un vrai sujet, comment on continue en fait à accompagner ces territoires qui ont été beaucoup accompagnés, mais qu'on ne peut pas comme ça arrêter l'accompagnement de manière brutale. Eh bien, avec des constructions de logements, avec de la mixité, enfin avec tout ce qui fait l'intérêt et la qualité de quelque chose qui est diverse, on peut avoir de très mauvaises surprises, même si on était très très bons élèves. Je dis ça parce que quand on augmente un peu sa population en mettant en place tout ce que vous avez présenté et en accompagnant les populations, on peut se retrouver à passer d'un seuil à un autre, et là, c'est la punition. C'est-à-dire que quand on passe de 9 900 habitants à un peu plus de 10 000 habitants, on tombe dans le syndrome de la classe moyenne, et là où on avait un accompagnement et des dotations qui étaient des autorisations d'autorité rurale, on passe en DSU, donc en urbaine, et on nous parle d'effet de seuil, mais c'est vrai qu'on se retrouve en très très grande difficulté, parce que là-dessus, la DGF se casse la figure carrément. Donc ce qui est l'illustration de l'illustration de mon propos, c'est que en fait, et c'est la question, c'est comment à un moment donné, on ne crée pas les conditions de l'échec en mettant en place des choses qui sont extrêmement vertueuses. Et comment, fort de ça, poursuivre un accompagnement qui soit le juste prolongement du travail et de l'engagement des élus qui a été mis en place sur le territoire, et ne pas être, après ça, les victimes d'effets de seuil qui cassent la baraque et cassent toute la dynamique qu'on a pu mettre en œuvre d'une manière tout à fait volontaire et partenaire avec l'ensemble des agences et des services de l'État. Merci. Je vais donner la parole à Simon Husona. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur Général. Quelques questions. Tout d'abord, mais ça rejoint les préoccupations que d'autres collègues ont exprimées. Vous évoquez les crédits consommés pour les différents dispositifs Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, par exemple. Mais qu'en est-il précisément sur ces montants que vous avez rappelés, des sommes fléchées vers les projets concrets, vers l'investissement, parce que ce que nous rapportent beaucoup d'élus, c'est que ce sont pour beaucoup des études, qu'à chaque fois, il y a énormément de temps, d'énergie, d'argent
consacrés à des études préparatoires, parfois même à des études sur des études, où on redemande des études qui ont déjà été réalisées. Et donc ça, c'est une préoccupation récurrente. Et c'est vrai que la priorité, de notre point de vue, c'est de donner des moyens d'agir aux collectivités qui en ont besoin. Donc, même question sur Village d'Avenir. On avait pu l'exprimer lors du débat dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Le recrutement de chefs de projet, très bien, sauf que quand on en a un pour un département, on se dit forcément quel est le fait levier, quelle est l'efficacité. On ne remet pas en cause les qualités de la personne, hein, ce n'est pas le sujet, mais par rapport aux besoins des différentes communes qui peuvent être accompagnées. De la même façon, sur quartier politique de la ville, donc vous évoquez une quarantaine qui sortent du dispositif. On en a plusieurs en Bretagne. On avait expliqué à l'époque, ce n'est pas de votre ressort évidemment, mais que nous étions en désaccord avec cette logique du seuil là, qui à nouveau pose problème. On défendait l'idée d'une politique de la ville aussi en archipel pour pouvoir au plus près des territoires, y compris pour les petits quartiers entre guillemets en nombre d'habitants, pouvoir les accompagner. Donc quelle offre de services vous mettez en place pour ces quartiers qui sortent de la géographie prioritaire? Et puis deux derniers points rapides sur France Service. Là aussi, on a eu l'occasion de le dire dans le cadre du débat budgétaire. Oui, il y a une participation de l'État qui est en hausse, mais qui, de notre point de vue, reste insuffisante parce qu'on parle bien de services qui, jusqu'il n'y a pas si longtemps que cela, étaient pris en charge par l'État et dont aujourd'hui les collectivités locales, en particulier le bloc communal, se retrouvent à assumer plus de la moitié des charges. Et de la même façon, sur les moyens qui sont en hausse en faveur de la NCT, on avait souligné cette évolution positive. Le nombre de projets en valeur absolue accompagnés, donc si les chiffres sont restés stables, on est autour de 800 sur la cible qui était visée. Alors en valeur absolue, c'est une progression significative, mais rapporté au nombre de communes et notamment de petites communes qui ont besoin d'accompagnement, ça reste quand même plutôt marginal. Donc comment vous voyez cette montée en charge et cet effet d'entraînement, encore une fois concrètement? Parce que ce que les élus attendent globalement, ce sont des moyens pour mettre en œuvre leurs projets, les études, tout cela, ils y sont sensibilisés. Il y a des personnels ressources au sein des intercos, dans les préfectures, mais ils ont besoin d'argent pour traduire ça dans les actes. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Ronan Dantec. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je vais revenir un peu sur la question que posait notre collègue Sébastien au début. Question assez technique. Vous avez dit donc que vous récupériez les crédits d'ingénierie du fonds vert d'animation. Alors déjà, lesquels? Parce que nous avons au Sénat voté une enveloppe de fonds territorial de 250 millions d'euros. Je pense que ça finira à 200 millions avec le coup de rabot. Mais je ne suis pas sûr que ce soit cela. Cela, effectivement, on ne sait toujours pas, malgré le vote du Sénat et les engagements du ministre, notamment dans sa circulaire au préfet de décembre, comment ils vont être distribués aux collectivités qui ont eu l'annonce, mais qui n'ont pas, en fait, pour l'instant, la méthode. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que disait aussi Simon Husa, c'est-à-dire que derrière, c'est est-ce qu'on reste sur des logiques de projet ou est-ce qu'on est sur des logiques de long terme et de mise en cohérence de la totalité de l'action publique. Donc il y a un gros enjeu. Donc je voulais que vous nous précisiez effectivement bien quel est le fonds d'ingénierie de la transition que vous gérez. Première question. Et en insistant quand même effectivement sur l'effort qui est fait aujourd'hui d'avoir une architecture globale qui soit compréhensible par l'ensemble des communes, même si un certain nombre de communes ne savent pas encore que la NCT existe et surtout à quoi ça sert. Il me semble, et on l'a vu avec la semaine, il y a 15 jours, l'accord et la convention signée entre l'État et les 7 opérateurs sur l'adaptation, qui va quand même dans le sens là aussi. Et la NCT sera là aussi l'opérateur principal en termes de conseil d'ingénierie. Donc on voit, globalement, je ne serai pas plus long, qu'il y a un dispositif complet que l'État a imaginé, guichet unique, l'ensemble des opérateurs qui se parlent et qui se mettent d'accord, les fonds d'ingénierie qui sont là. Ma question, alors elle est peut-être un peu prématurée, c'est est-ce que d'ores et déjà vous voyez à quoi vous réussissez à répondre et en versus à quoi vous n'arrivez pas à répondre dans les demandes
des collectivités. Peut-être simplement il y a trop de demandes et vous ne pouvez pas. Donc quelle première vision vous avez finalement de l'efficacité du dispositif, même si j'entends bien qu'il est encore récent. Donc voilà, donc c'est mes deux questions. Le fonds territorial, les 200 millions du fonds vert, si vous avez des infos, je suis parfaitement preneur. Je reposerai la question dans 1 heure à la ministre. Et puis, est-ce que d'ores et déjà, vous voyez à quoi vous réussissez à répondre et à quoi vous n'arrivez pas à répondre? Merci. Avant de donner la parole à Jean-Claude Danglars, moi, si Ronan me le permet, je vais compléter un peu la question. Et je souhaitais vous interroger sur effectivement les milliards d'économies qui sont programmés ou qui vont l'être dans un peu de temps. Quels sont les programmes et dans quel volume ils seraient impactés en 2004 et en 2025 par les baisses de crédit, hein, et est-ce que ces décisions vous paraissent conformes aux besoins et aux réponses attendues par les populations et par les collectivités? Je donne la parole à Jean-Claude Danglars. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général. D'abord, je voudrais témoigner que le Sud Massif Central, les préfets se sont emparés du sujet et donc voilà, travaillent sur la mise en place efficace au niveau des départements sur le sujet. Premier élément. Moi, je voulais vous interroger sur une question qui a été posée, c'était par rapport aux ZAN. Ici, nous avons mis en place un comité de suivi, n'est-ce pas, pour évaluer ce qui va pas, les propositions qu'il faut faire. Et donc, ma question, elle était, parce que c'est une préoccupation des élus, est-ce que vous vous intéressez au sujet? Quand vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez sur l'habitat, nous sommes très heureux que le fonds vert ait été mis en place en son temps en 2023 pour les collectivités. Nous sommes convaincus, nous sommes un certain nombre ici convaincus que sur les aides à l'habitat pour les privés, il faut faire sûrement la même chose. Mais vous avez dit que vous y travaillez et ça me semble très important d'avoir de l'imagination pour voir comment on peut refondre les aides qui existent aujourd'hui aux particuliers pour aller dans cet objectif-là. Et le deuxième sujet qui intéresse les élus aujourd'hui, c'est la loi APER, la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Vous doivent poser sur des cartes un certain nombre de choses et donc ils se posent des questions, ils essaient de trouver des solutions. Mais est-ce que vous y travaillez? C'était mes deux questions. Merci. Bien, Monsieur le Directeur Général, je vous donne la parole. Merci, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Tout d'abord, sur les questions autour du très haut débit. Alors, effectivement, on est déjà à 85-86% sur les zones RIP. En fait, dans beaucoup de départements que j'ai visités, on est à 97, 98, donc on est très très loin. Et on a quelques zones, régions, départements où on est beaucoup plus bas. Donc un de nos gros enjeux, et la secrétaire d'État au numérique on en reparle encore récemment, c'est comment on arrive à bien mobiliser tous les acteurs pour que là où la dynamique, pour plein de raisons, y compris parfois parfaitement légitime, a été moins forte, on puisse rattraper pour remonter voilà, et arriver à ce niveau de plus de 90%, qui est quand même le cas dans beaucoup de départements. Dans quelques départements, enfin, alors d'abord 97, 98 dans beaucoup d'endroits. En fait, on sait que les derniers pourcentages sont extrêmement compliqués et soulèvent des questions qui sont des questions techniques. Je pense que ce n'est pas le lieu là aujourd'hui, mais est-ce que réellement on arrivera à 100% la fibre, la solution fibre à chaque local? Il y a sans doute des solutions alternatives qui seront à envisager, mais on est sur les derniers pourcents qui concernent dans la réalité sur le territoire, ne concernent pas beaucoup d'habitants, mais sur lesquels il faut quand même trouver une solution. C'est une évidence. Donc la priorité là pour nous, c'est arriver à ce que toutes les zones RIP qui franchement ont un très bon résultat, puisqu'on est parti de très loin. Il y a 12 ans, on était je crois à 15% de couverture. Hein. Enfin, il faut voir le travail qui a été fait par les collectivités avec le soutien financier du fonds État, le FSN. Ça a permis aujourd'hui de changer complètement la façon dont les territoires peuvent envisager aussi leur devenir. La fracture territoriale qu'on a tous connue, qui était la fracture numérique en premier lieu, elle a quand même disparu dans beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est une grande chance pour tous les territoires. Il faut que tout le monde aille sur le même trend. Les sujets qui se posent aujourd'hui, effectivement, aussi, maintenant, on a bien avancé, on est sur de résilience. Et je vous rejoins complètement, c'est un gros sujet. On a travaillé pas mal avec les équipes locales pour essayer d'apporter des solutions. On a fait un certain nombre de notes techniques pour savoir comment on peut arriver à donner des conseils. Notamment, on a des guides pratiques, des méthodologies pour l'ensemble des acteurs, notamment des porteurs des réseaux, pour leur faire valoir les bonnes pratiques. Parce que souvent, il a été dit, il faut enfouir pour essayer d'éviter les sujets de chute, etc. Il s'avère que ce n'est pas nécessairement la solution à tout prix, d'autant que c'est extrêmement potentiellement coûteux dans un certain nombre de cas. Donc il y a différentes solutions, déjà on va dire pratiques, le partage d'expérience est déjà une première solution sur les de résilience. Mais je vous rejoins, une fois qu'on aura atteint les 98-19% tout le monde, le sujet ce sera celui-là, c'est la qualité de service et comment on gère face aux intempéries les sujets de résilience. Sur la fin du cuivre, sujet de préoccupation, effectivement, Orange, effectivement, qui a engagé
à titre expérimental dans quelques communes des travaux, effectivement, il est évident qu'il ne peut pas y avoir fin du cuivre sans que les personnes concernées soient rattachables à un réseau fibre, évidemment. Et il y a tout un dispositif d'accompagnement qu'Orange porte et qu'effectivement qu'il faut que nous contribuions à porter à la connaissance des personnes concernées. Il y a un travail qui est fait, vous savez, dans des départements par les comités de concertation locaux qui expliquent comment les choses doivent se passer. C'est extrêmement important de faire beaucoup de pédagogie et c'est un sujet effectivement d'attention très forte pour nous dans chaque département pour faire en sorte qu'il n'y ait... c'est un dispositif qui doit prendre le temps de se mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Clairement, nous, en tant qu'opérateurs, effectivement, je ne prétends pas incarner une position gouvernementale, mais en tant qu'opérateur, pour nous, il y a un sujet d'attention pour que les choses se passent au mieux. Et sachez que les préfets sont très mobilisés pour demander à Orange de bien veiller scrupuleusement à présenter les offres de services, à garantir les suivis d'offres de services et notamment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. Sur le sujet différent du ZAN, alors je répondrai peut-être en deux temps. Avant même que la loi ZAN arrive, les programmes comme Action Cœur de Ville, qui datent de 2007-2018, qui étaient portés par des élus, en fait, ils visaient à quoi? Ils visaient à reconquérir des centres-villes. Petit lieu demain, c'est la même approche, centre-bourg. Et Village d'avenir, les élus, ils nous demandent beaucoup de réinvestir leur cœur de bourg. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'une ville, elle vit par c'est un lieu d'échange, ça vit par son centre. Son centre, c'est de l'activité commerciale, et il faut une densité de population minimale, c'est pour ça que j'utilisais le terme de densité tout à l'heure, pour faire vivre aussi ces commerces et faire que ce soit un lieu d'échange. Donc il faut réattaquer par le centre. Et on a eu un modèle qui a été accepté comme ça pendant longtemps, qui était un déploiement vers la périphérie. Aujourd'hui, on voit que ce modèle, il n'est pas soutenable pour plein de raisons, y compris des raisons visibles pour tous les élus d'ailleurs qui y sont confrontés. Vous évoquez les sujets d'intempéries climatiques. Le sujet d'artificialisation, quand même, pose un certain nombre de problèmes et les élus le constatent eux-mêmes. Donc, il faut réinvestir les cœurs de ville qui sont déjà des zones artificialisées. Et donc, réinvestir des logements qui sont souvent vacants, des espaces qui ne sont pas utilisés ou insuffisamment utilisés, parfois même des friches commerciales ou des friches économiques. Donc, tout ça, c'est pas moi qui le dis. Les élus le font. Ils le font. Et nous, en fait, on ne fait que les aider. Action Logement réinvestit par exemple sur des friches de logement. L'ANA réinvestit sur de l'habitat privé. La Banque des Territoires, avec nous, on peut intervenir sur des espaces commerciaux en déshérence. Et donc, il y a tout un travail de restructuration pour remettre et du commerce et du logement dans le cœur de ville. Et en fait, en faisant ça, vous faites de la sobriété foncière. Parce que quand vous remettez les habitants et des logements dans le centre, vous n'avez pas besoin de construire en périphérie et de grappiller les espaces, notamment agricoles, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont quand même précieux pour notre souveraineté. Donc, dans la réalité, les programmes comme ACV et PVD, et les élus qui les portaient ont depuis le début porté cette logique de sobriété foncière. Ils l'animent au quotidien, ils la font vivre. Nous, on est là pour les aider. On a porté un dispositif qui s'appelle TPSF, excusez-moi, dans le jargon, c'est Territoire Pilote de Sobriété Foncière. Moi, j'assistais à des restitutions remarquables avec des élus qui s'étaient emparés du sujet et qui avaient compris que leur espace bâti était truffé d'espaces à construire ou à développer sans aller chercher derrière la voirie limitrophe dans le champ de betterave, comme je dis. Il n'y avait pas besoin d'aller là. Il y avait aujourd'hui des espaces qui méritaient d'être traités. Et donc en faisant ça, ils font du ZAN. Ils font la politique de lutte contre l'artificialisation et c'est complètement porté aujourd'hui, moi je trouve, dans tous nos programmes. Et en dehors de quelques cas où effectivement on peut avoir des sujets de tension foncière qui justifient une construction nouvelle, très souvent, en fait, la reconquête des zones bâties est vraiment la priorité des élus dans tous ces programmes. Et ça fait quand même plusieurs milliers de communes qui sont concernées quand on regarde toutes les communes que nous couvrons. Maintenant, je vous rejoins, il faut une planification, il faut y voir clair, avoir une stratégie territoriale. La stratégie territoriale, il y a un outil, et la circulaire qui va le relancer sur les contrats de relance, ex-relance de transition écologique, c'est CRTE, va sortir prochainement, dans les prochains jours. Elle a été réannoncée avec le lancement des COP. Et c'est quoi le CRTE? C'est un contrat intégrateur dans lequel on partage une vision, État-collectivité, sur un territoire au niveau du bassin de vie. Ça peut être Interco, le PETR, selon les espaces. Et en fait, on partage une stratégie. Et les élus, ils ont une stratégie, un projet de territoire. L'État dit, là, nous, on vous soutient là-dessus, etc. C'est partager ça sur du moyen terme. Et je vous rejoins, dans lesquels on va mettre, il y a ACV, il y a Village d'avenir, tout ça rentre dedans.
territoire industrie. Tout ça, c'est une stratégie avec des objets qui sont dedans. Et c'est ce guide, cette ligne rouge, effectivement, qu'il faut qu'on porte dans les prochaines années, qui donne une stratégie territoriale. Et nous, on est évidemment un acteur pour l'animer. On va mettre notamment à disposition un outil informatique, enfin numérique précisément, pour faire vivre les CRTE. On l'a déjà déployé et et on pourra le faire vivre. Donc là-dedans, vous pouvez être sûr que l'agence sera totalement mobilisée parce que pour nous, la réussite d'un territoire, c'est la capacité à avoir une stratégie portée par des élus et accompagnée par l'État et accompagnée par les autres collectivités, départements, régions, bien sûr. Sur la question, monsieur le sénateur, sur les petites communes qui ne nous connaissent pas, vous avez raison. Il y a 34 000 communes en France. Moi, je suis très lucide. Je pense qu'il y en a des milliers qui ne nous connaissent pas. Et tous les efforts que l'on fera en se déployant, il en restera toujours, et j'espère le moins possible. C'est tout l'objet de nos déplacements, du fait qu'on veut jouer sur les sous-préfets, sur les préfets, pour faire connaître les dispositifs. L'objectif, c'est que, moi, ce n'est pas qu'on nous connaisse. Je pense que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que s'il y a un projet dans une commune qui mérite d'être accompagné et qui bute aujourd'hui sur une difficulté, à ce moment-là, c'est là qu'on doit être utile. Donc là-dessus, moi, je vous redis, aujourd'hui, si vous avez en tant que sénateur des dossiers qui vous remontent, qui sont bloqués, vous le savez très bien, vous le faites déjà, mais n'hésitez pas, on a une instruction qui est donnée de notre préfet, vous devez proposer à l'élu, ou si vous ne faites pas le relais vous-même, de s'adresser au sous-préfet ou au préfet. Il y a un chemin et on trouvera une solution pour accompagner. On sait qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont, excusez-moi le terme, plantés, parce qu'il manque le petit déclic. Moi, j'ai vu un dossier, c'était le problème du plan de financement. Le maire n'y arrivait pas parce qu'en fait, la complexité d'aller chercher la délibération de la région, l'accord du département, la DETR, tout ça a été, pour sa petite commune, un peu insurmontable. En fait, l'affaire a été réglée grâce au chef de projet Village d'Avenir en quelques semaines, avec une mobilisation des services de l'État, le tour de table, le département, enfin tout ça s'est fait assez bien. Donc vraiment, n'hésitez pas, il y a des sujets parfois beaucoup plus structurels, mais il y a des sujets plus ponctuels. Donc on est vraiment là pour ça, et justement pour faire que ce soit plus la jungle. Moi, l'objectif que je porte, et qui est celui qu'on m'a demandé de suivre, c'est qu'il faut que ce soit le plus simple possible. Il y aura des limites à tout pour les élus qui ne sont pas armés pour y faire face. Dans les grandes métropoles, la jungle, ils s'en sortent. Dans les plus petites collectivités, c'est très compliqué. Et donc, pour elles, si vous voulez, ce guichet unique, c'est à l'État d'amortir la complexité. C'est à nous d'amortir la complexité. Nous, on doit arriver avec un problème et apporter une solution. Après, que ce soit le CEREMA, que ce soit la NCT, que ce soit la DDT, que ce soit un fonds européen, ça, on le traite en lien avec l'élu, bien évidemment, mais ça, c'est à nous d'absorber cette complexité. C'est tout le sens de ce qu'on essaye de faire. Et je pense avec une écoute de plus en plus grande de tous les services de l'État départementaux, et vous l'avez indiqué. Sur le fonds de commerce rural, je prends note, effectivement. Alors, ça fait partie des choses un peu complexes dans notre mode de fonctionnement, puisque notre budget, vous évoquez les milliards, nous, c'est 200 millions d'euros. Ça reste, somme toute, assez modeste, et aux 3/4 en intervention. Donc, ce n'est pas de la masse salariale. Donc, notre budget, en fait, il voit passer des crédits, comme typiquement le fonds de commerce rural qui vient de Bercy, et ensuite, nous animons, nous réunissons les commissions et nous versons. Effectivement, ce système qui fait que ce n'est pas notre budget, que ça arrive de Bercy, ça arrive chez nous, ensuite on le reverse, engendre parfois, en début d'année, des délais de conventionnement qui sont pénibles et que nous, effectivement, nous subissons nous aussi. Et j'en suis désolé, mais s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous les signaler. On essaiera de faire au mieux. Sur les tiers-lieux, c'est une politique qui a été beaucoup portée avec les fabriques de territoire, manufactures de proximité, pendant notamment le plan de relance avec des crédits importants. Encore l'année dernière, nous avons pu accompagner encore quelques dizaines de projets, et cette année, nous avons encore quelques crédits pour accompagner quelques dizaines de projets encore. La réalité, c'est qu'on est sur des crédits qui interviennent sur 3 années. 3 années, c'est un peu plus que de l'amorçage, mais c'est le lancement du dispositif. Le fait est que, je vous rejoins, il faut qu'après, il y ait un modèle qui puisse s'installer, qui n'est pas toujours simple. Dans un certain nombre de cas, on est sur des tiers-lieux, on va dire productifs, qui trouvent assez vite un modèle économique avec des financements par des gens qui financent des loyers, etc. J'en ai vu quelques-uns qui fonctionnaient pas mal, mais qui a eu besoin effectivement d'aide au démarrage. Souvent, on a financé des équipements, etc. Et puis, quand on est sur un modèle plus associatif, plus de proximité, ce sont des modèles qui ne s'équilibrent pas, ne sont pas économiquement équilibrés. Et là, c'est vrai que nous, on est dans l'aide au démarrage, on n'a pas de solution de soutien pérenne à travers nos propres crédits. Et ça exige effectivement des tours de table locaux, mais je vous rejoins, ce sont des dispositifs qui connaissent un vrai succès et qui contribuent à animer aussi nos territoires. Sur les propos sur des éventuelles fusions. Alors,
Bon, moi, je n'ai aucun mandat, et je crois qu'il n'y a aucun mandat qui a été donné à aucun directeur général d'établissement public concerné de parler de ce genre de choses. Alors, chacun peut avoir des propos personnels. Je ne suis pas sûr que ce soit le lieu, dans une audition, d'en faire part. Pour autant, l'agence, 4 ans d'ancienneté, issue de la fusion de 5 structures. Nous avons réussi à stabiliser notre situation financière, nous portons des dispositifs, je vous rejoins, stabilité, lisibilité. Ce n'est pas en fusionnant tous les 3 mois qu'on n'aura ni la stabilité, ni la lisibilité, et je ne suis même pas sûr qu'on ait un résultat à la fin. Moi, créer des choses qui feraient 4000 agents, c'est peut-être une bonne solution, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. L'agence, comme tous les établissements que vous avez cités, elle a une mission, et nous n'avons pas les mêmes missions. Il y a des points, par contre, sur lesquels nous avons des points de proximité. Et c'est tout ça qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de difficultés sur ces points de proximité. Vous évoquez l'adaptation au changement climatique. Nous devons tous être mobilisés, chacun dans nos compétences sur l'adaptation au changement climatique. Mais comment on l'a fait? On a un mandat ministériel et on engage tous nos propres moyens, nos propres compétences, le CEREMA des agents, nous des crédits d'ingénierie, l'ADEME des compétences et des moyens, et on va tous déployer et dérouler un soutien aux collectivités qui le demandent. Et il n'y a pas besoin de grands machins pour faire ça. Il y a besoin d'avoir une stratégie partagée. Et aujourd'hui, je pense dire qu'avec l'ADEME et le CEREMA, les choses se passent très bien. Nous partageons une stratégie, nous avons signé des conventions et nous continuerons, en tout cas, moi je continuerai à faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Sur la question des QPV qui sortent, d'abord c'est un nombre très limité. On en a 40. Ils sont sortis de par les critères de la loi de 2014, essentiellement la très grande majorité sur un critère de revenu médian, qui était passé au-dessus. On a pu constater qu'il peut y avoir parfois des effets d'un peu de yo-yo. On a cherché, honnêtement, à travers l'application par le décret, le maximum de souplesse pour éviter les effets de seuil. Mais dans un certain nombre de cas, il y avait effet de seuil et il y avait sortie QPV. Comment on arrive à ce moment-là à gérer cela? Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure. On a créé un dispositif, la ministre Agresti-Roubache a souhaité qu'on puisse réserver une partie des crédits du contrat de ville pour justement les QPV sortants. À partir du moment où ils étaient dans l'agglomération couverte par un contrat de ville. Ce qu'on appelle les poches de pauvreté. Le nom vaut ce qu'il vaut, mais c'est de dire que même si on n'est pas dans le périmètre d'un QPV, si on a une zone de sensibilité, il faut qu'on puisse continuer à accompagner si on est sorti, et si on n'est pas rentré, mais qu'on a une inquiétude, il faut qu'on puisse soutenir des actions. Donc une partie des crédits du contrat de ville sera réservée et à la main des préfets pour accompagner, le cas échéant, des territoires qui ne sont plus en QPV, mais qui méritent une attention encore forte, parce qu'on sent que ça peut être compliqué. Il faut éviter les effets de yo-yo, je rentre, je sors tous les 6 ans. Sur les effets de seuil, DSR, DSU, là-dessus, bon, l'ancien DGCL pourra en parler, mais étant donné que je ne le suis plus, il ne me revient pas de le commenter. Ça fait partie des systèmes. On a, et vous le savez, essayé de créer beaucoup de dispositifs d'atténuation avec pour éviter les effets cliqués, avec une progressivité de sortie généralement pluriannuelle. Voilà. Après, c'est des règles effectivement qui peuvent s'appliquer et peuvent avoir un impact sur la DGF, mais le maximum a souvent été fait pour essayer de réduire l'impact pour les communes concernées. Sur les crédits consommés, vous évoquez notamment ACV-PVD, les vrais crédits et pas que de l'ingénierie. Alors je vous rassure complètement, sur les 8,4 milliards d'euros engagés là, à date à ACV, je vais vous donner les chiffres, parce que je viens de les retrouver. 3,8 milliards de la Banque des Territoires. Pour leur immense majorité, c'est des crédits qui sont des investissements en direct ou des prêts. Il y a un peu d'ingénierie, la Banque des Territoires fait un peu d'ingénierie, mais pas 3 milliards. Action Logement, il n'y a pas d'ingénierie. 2,5 milliards mis par Action Logement dans les 250 communes Action Cœur de Ville, essentiellement des opérations d'investissement pour reconquérir du logement. L'ANA, 890 millions d'investissements dans les OPA, je précise, parce que si on rajoutait les MaPrimeRénov', on aurait des chiffres bien plus importants, parce qu'en fait, MaPrimeRénov' vient en plus. Et l'État, à travers ses dotations d'investissement, là, ce n'est pas les crédits d'ingénierie, c'est 663 millions d'euros sur la période. Donc vous voyez, là, je vous parle, à 95 ou 16%, ces 8 milliards, ce sont des crédits d'investissement dans le logement, dans le commerce, de l'emprunt, ou de la subvention d'investissement. Donc des crédits d'ingénierie, il y en a, mais il en faut. Moi, je vous rejoins, il ne faut pas en faire mauvais usage, mais pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il tienne la route, et pour qu'il tienne la route, il faut qu'il soit bien préparé. Et aujourd'hui, il y a quand même un enjeu à bien y réfléchir, et tout ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas de faire des études pour faire des études, c'est faire une étude pour que le dossier il soit bon, et qu'il trouve son chemin aisément ensuite dans le subventionnement, mais pas que de l'État.
mais aussi du département et de la région, qui verront un dossier crédible, bien monté, structuré, soutenu par une ingénierie qui peut être la nôtre, et qui du coup passera plus facilement. Moi, je crois que c'est ça l'intérêt de l'ingénierie, c'est de monter en compétence et de monter en qualité le projet qui sera proposé. Sur les chefs de projet Village d'Avenir, l'effet levier. Alors, ils ont été recrutés les tout premiers en décembre, les derniers ne sont pas encore arrivés. Moi, je peux vous dire que je suis très impressionné. D'abord, le niveau auquel on a pu recruter est très intéressant. C'est des gens avec une vraie expérience professionnelle dans leur très grande majorité et qui ont une compétence du terrain, qui viennent du terrain. Beaucoup de collectivités, un peu de services de l'État et d'autres de structures, on va dire, parapubliques ou d'opérateurs. Et donc vraiment des gens qui sont pleinement à la manœuvre et qui connaissent le terrain. Et donc ils vont très vite, en fait. On a déjà recensé, la ministre Faure l'a demandé, tous les projets qui sont déjà prêts et tous les projets pépites, c'est-à-dire ceux qui vraiment ont une valeur très importante, sur lesquels il faudra qu'on mette une attention toute particulière. On pourrait les présenter d'ailleurs au conseil d'administration, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir quel type de projet émerge, de toute nature, hein, équipement, logement, projets culturels, patrimoniaux. L'effet levier, il est déjà net aujourd'hui. Maintenant, il faudra évaluer dans le temps. Sachez qu'on a un suivi extrêmement précis. Il y a un tableau de reporting qu'ils doivent remplir sur tous les projets qu'ils accompagnent. On va éviter de leur en demander non plus tous les 4 matins, parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils travaillent sur le terrain, en lien avec les maires. Mais en tout cas, il y aura un suivi très précis. On pourra vous en rendre compte dans les prochaines auditions qu'on aura sur les typologies. Il y a 7500 projets. Je n'ai pas la typologie dans la seconde, mais on peut vous décrire toutes les typologies, ceux qui sont prêts, ceux qui seront prêts plus tard, etc. Donc on veut vraiment avoir une capacité de suivi de ce dispositif. Sur les projets qu'on accompagne, en tant qu'agence, les 800, la montée en charge, etc. La montée en charge, elle est en cours, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'on a déjà quasiment atteint 300 projets en quelques mois à accompagner d'ici la fin du mois, la fin de l'année. Donc, enfin, sur 3 mois, on en a fait 300. Mais donc, on sait qu'on sera probablement très largement au-dessus des 800. On a aussi des accompagnements qui, pour un projet, concerne plusieurs communes. Donc en fait, il faudra qu'on voit l'impact en fait de nos accompagnements. En tous les cas, on est très attentif effectivement à ce que les moyens qui ont été mis à disposition par le Parlement à l'agence dans son budget soient vraiment utilisés pleinement. Donc on s'y emploie. L'ingénierie fonds vert. Alors quelle ingénierie? Alors je ne suis pas il faudrait faire venir la DGLN pour vous expliquer le détail de tout le fonds vert. Ce dont je vous parle, le fonds vert permet d'avoir des financements d'ingénierie sur des projets. Vous faites un projet en matière de friche, vous pouvez avoir l'ingénierie du projet friche intégrée dedans. Mais il y a une ligne qui fait une vingtaine de millions d'euros qui est dédiée à de l'ingénierie du cofinancement de postes notamment ou du financement d'études et qui est transverse, de stratégie éventuellement. Donc ça, c'est des lignes qu'on a effectivement à notre, non pas à notre disposition, parce que c'est déconcentré, c'est les préfets, mais qu'on va suivre et on va s'assurer qu'elles soient bien mobilisées en articulation avec notre propre crédit. Donc c'est cette ligne-là d'une vingtaine de millions d'euros, ça permet de faire beaucoup de choses. Quels sont les sujets qui nous sont demandés? Est-ce qu'il y a trop de demandes? Moi, honnêtement, à l'instant où je vous parle, et ça rejoint nos questions de 800, etc., nous, je constate qu'on a quand même un certain nombre de communes qui nous sont en besoin et qui ne demandent pas. Et c'est ça, moi, qui aussi est un point d'alerte. C'est pour ça qu'on a voulu ce guichet unique. C'est pour ça qu'on veut trouver le moyen de parler à tout le monde, qu'on s'appuie sur des associations d'élus, AMF, AMRF, et sur vous, évidemment, mesdames, messieurs les parlementaires. Il faut, s'il y a un projet bloqué, il faut le signaler, on peut l'accompagner. Moi, aujourd'hui, on peut faire face. On n'a pas de difficultés, on peut les accompagner. Donc, on n'a pas trop de demandes pour l'instant. Peut-être dans 3 mois, ce sera le cas. Mais là, la montée en puissance, elle est réelle. Mais il y a encore de quoi faire face. Sur les économies, Monsieur le Président, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, mais il y avait beaucoup de questions. Sur les économies, alors il ne me revient pas de présenter le dispositif, mais en tout cas, sur les dispositifs que nous, on porte. D'abord, les crédits de l'agence. Nous n'avons eu aucune annulation de crédit portant sur les crédits de l'agence. Notamment les crédits d'ingénierie qui ont été voulus et votés par le Parlement ont tous été versés à l'agence. Deuxièmement, sur les crédits sur lesquels que nous mobilisons, ce qu'on appelle le programme 112 et le programme 147, aménagement du territoire, politique de la ville. C'était des crédits qui étaient des programmes qui étaient, grâce à la volonté du Parlement, en augmentation. Dans la réalité, les annulations portaient sur du gel, qui n'était généralement pas utilisé, et une partie en plus complémentaire. Le résultat, à la fin
toutes ces opérations, c'est que les crédits qui restent à disposition nous permettent de mener quand même la plupart des opérations qui étaient souhaitées. En fait, on a, même par exemple sur la politique de la ville, encore un peu plus que ce qu'on avait l'année dernière. Parce qu'on avait une forte augmentation sur ces crédits. Donc dans la réalité, sur les programmes d'action aménagement territoire et politique de la ville, nous pourrons déployer, avec une attention évidemment renforcée, les actions qui ont été voulues par les ministres en charge. Donc je n'ai pas, à l'instant où je vous parle, d'inquiétude sur l'impossibilité de mener les actions, que ce soit les contrats de ville, que ce soit les contrats territorialisés, que ce soit l'ingénierie. Sur le ZAN, je crois avoir répondu. Et sur les questions des énergies renouvelables et de tous les sujets en fait, d'adaptation, etc., nous sommes à disposition. On a déjà accompagné, notamment sur le sujet de participation citoyenne, certaines collectivités qui souhaitaient travailler sur les questions d'énergie renouvelable et qui étaient un petit peu en difficulté, et on peut le comprendre parfois. Et on a ces dispositifs, on peut accompagner ce type de démarche, même si c'est pas, on n'est pas compétent sur l'énergie renouvelable spécifiquement, mais toute la démarche participative de projet de territoire et peut tout à fait être accompagnée par nos soins. Merci. Je vais donner la parole à Cédric Chevalier et puis après à Ronan Dantec. Je crois que non, Cédric Chevalier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, merci pour la présentation tout à l'heure, parce que je vous avouerai que dans mon département, la NCT, j'avais un peu de mal à avoir un peu de visibilité, mais soyez certains que quand je vais rentrer, je vais un peu plus consulter mes communes sur l'utilisation, parce que ça me paraît extrêmement important. Je vous amènerai peut-être une petite réflexion personnelle, mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est que vous avez dit tout à l'heure, vous vouliez simplifier. Je me dis que finalement, on a créé beaucoup de dispositifs extrêmement complexes et on a créé une agence pour faire en sorte que ça se simplifie. Je pense que parfois dans ce pays, on a un peu de difficulté. Enfin, voilà, je trouve ça un peu bizarre. Alors, moi, il y a que deux questions. Vous avez tout à l'heure parlé des France Services et je reviens sur ce qui a été dit par mon collègue sur le fait que beaucoup restaient à charge des communes. Et donc, je voudrais savoir, quand vous évoquiez l'évolution de la dotation, est-ce que c'était pour celles qui étaient déjà en place et les nouvelles, ou c'était uniquement pour les créations? C'est vraiment purement pratico-pratique, mais beaucoup de communes se sont engouffrées dedans et pour certaines, ça devient un vrai gouffre financier. Donc je crois que c'est important de soulever et je remercie le collègue. La deuxième question, c'est qu'on parle d'énormément de dispositifs, village d'avenir, action cœur de ville. Voilà, ça, alors pour le coup, on en a plein. On est très contents. Moi, je vous pose la question, c'est de savoir deux choses, et ça rejoint un peu en filigrane ce qu'avait dit notre collègue tout à l'heure. C'est la première, qu'est-ce qui se passe pour les communes qui ne rentrent pas du tout dans ces dispositifs-là? Et il doit y en avoir. Et justement, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez identifié des trous dans la raquette, comme disait Nadal? Et donc, voilà, si c'est aussi intéressant qu'au travers de votre outil, on s'aperçoive qu'on puisse faire évoluer un tant soit peu les dispositifs existants. Je vous remercie. Je vous en prie, il n'y a pas d'autres questions? Oui, vas-y. Juste de petites précisions, pour les quartiers politiques de la ville, la sortie, en tout cas pour les quartiers dont j'ai eu à connaître, c'était lié au nombre d'habitants, le seuil des 1000. Donc, ce qui là se révèle un effet de seuil un peu problématique. Et le deuxième point sur la ventilation, cette fois-ci pour Petite Ville de demain, si jamais vous ne disposez pas des chiffres, si vous pouvez nous les communiquer a posteriori. Merci. Merci. Pour la mise en œuvre sur France Ruralité, dans quel département, Monsieur le Directeur Général, y a-t-il un laboratoire de la ruralité piloté par le préfet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les modalités et si ce modèle va se déployer de manière équitable sur d'autres territoires? Tout d'abord, effectivement, sur les premières questions, je n'ai pas très bien saisi la toute première, excusez-moi, mais sur en fait, le trou dans la raquette. Moi, je retiens ce que vous avez indiqué et je vous prie d'excuser parce que je n'ai pas indiqué ça. J'ai parlé des grands programmes, effectivement, 250 communes ACV, 1600 PVD, 2500 villages d'avenir. Première vague, la ministre a annoncé qu'il y aura une nouvelle vague, donc on va faire rentrer au fur et à mesure, donc on couvrira plus que 2500. Mais effectivement, ça ne couvre pas absolument tout le monde. Nos dispositifs, notamment notre capacité d'accompagnement à travers des études, et si le dossier est complexe et mérite un accompagnement qui ne peut pas être fait localement, hein, par exemple, il n'y a pas l'interco, il n'y a pas d'agence technique, peuvent concerner la totalité des communes. Donc, si vous avez, c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à apporter ce message-là. On n'est pas que dans les programmes.
Les programmes, c'est un moyen de renforcer le zoom sur des, notamment, centralités. Parce qu'on sait que la constitution, la territorialisation de notre politique publique fait aussi qu'il faut pour que notre département aille bien, il faut que la commune s'en aille bien, il faut qu'ensuite les anciens chefs de canton aillent bien. C'est tout un maillage territorial. Hein, ça ne marchera pas si le rural ne va pas et que la commune centre va, et l'inverse. Donc il faut travailler à différentes échelles. Mais on peut accompagner absolument tout le monde. Pour tout vous dire, on accompagne même sur des sujets très compliqués des métropoles. Parce qu'il y a un niveau d'expertise technique dont elles ne disposent pas, et on va en soutien, alors avec un taux de financement faible. Par contre, pour les communes de 3500 habitants ou moins, s'il n'y a pas de solution locale, on peut financer à 100%. Pour les intercodes de moins de 15 000 aussi. Donc on peut faire un accompagnement spécifique pour ces petites communes qui sont un peu celles qui méritent encore de connaître nos outils. C'est très simple, hein. Ils s'adressent au sous-préfet, au DDT ou au préfet et on peut intervenir. Évidemment, il faut cadrer le sujet parfois, mais en tout cas, sans problème. Sur le seuil de 1000 habitants, oui, pardon, le financement des nouvelles maisons France Service, il sera de toute façon... de la même façon, au fur et à mesure de leur création, à la hauteur de ce qui est indiqué. Hein, donc on est 40 000 € aujourd'hui. S'il peut y avoir des investissements dans un certain nombre de cas, soit la Banque des Territoires, soit l'État localement, à travers un soutien DETR ponctuellement, peut intervenir pour faire des aménagements. On l'a vu dans un certain nombre de cas. En tous les cas, les futurs France Service seront soutenus à hauteur du niveau. Aujourd'hui, c'est 40 000 €, 50 000 € l'année prochaine, et 40 000 € la semaine prochaine, 50 000 et 60 000. Voilà. Ah non, pour tout le monde. Non, le stock, oui. C'est 35 000 l'année dernière, c'est 40 000 là. Pardon, 45, 50, voilà, on arrive à 50. Excusez-moi, j'y arrive. On arrive à 50 en 2026. On progresse 5 000 € par 5 000 €, si vous voulez, dans le soutien. On a commencé en 2022. On était à 30 000. Donc sur le seuil de 1000 habitants, on a vraiment essayé, tant qu'on a pu, je peux vous dire, essayer de travailler sur des périmètres. Et j'ai en tête quelques cas. On a tracé, vous savez, on a donné un outil de tracé au préfet, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on a quelques cas où notamment le quartier est avec eux quelques centaines d'habitants et on n'arrivait pas à trouver de solution. Mais dans ces cas-là, le dispositif de soutien que j'évoquais tout à l'heure peut s'appliquer parce qu'il faut soutenir une association ou une autre, on peut le faire. Sur le laboratoire de la ruralité, Monsieur le Président, historiquement, il a été créé dans les Vosges, porté aussi par Michel Fournier aussi, hein, qui est vice-président de notre agence, et avec l'État. Et il a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs et animé une dynamique locale. Il y a un directeur de projet État aussi qui l'anime à la préfecture des Vosges. La ministre a souhaité dupliquer l'expérimentation dans l'Aude. Donc il est en train de se monter aujourd'hui avec des moyens dédiés. Donc expérimenter aussi en s'adaptant au contexte local. On sait qu'il y a un autre préfet qui, pour l'instant, réfléchit à peut-être monter un dispositif de même nature. À ma connaissance, il n'y a pas forcément une systématisation du laboratoire, c'est plutôt d'essayer de tirer les leçons de ces laboratoires, voir ce qui marche pas, et essayer de l'utiliser ensuite pour tout le territoire national. C'est, je pense, l'approche que l'on a aujourd'hui. Bien. Eh bien, monsieur le directeur général, merci. Merci pour vous être prêté aux réponses aux questions de mes collègues. Merci effectivement pour le travail de la NCT. On le sent bien aujourd'hui, il faut que dans certains départements, cette structure soit appelée à être mieux connue, hein, mais on sent bien aussi le réel besoin des collectivités d'avoir un guichet unique et puis d'avoir bien entendu un interlocuteur pour les aider dans ces problèmes administratifs, ces problèmes de gestion de marché, ces problèmes d'accompagnement. Et je crois que c'est important. Et merci pour votre investissement. Et puis à chacun d'entre nous, effectivement, dans nos départements, d'essayer de relayer le message pour que la NCT soit à la disposition des élus. Alors j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup et ça devra faire partie aussi certainement d'un toilettage. Tout à l'heure, quand j'entendais parler d'enfouissement de réseau, c'est vrai que moi, dans mon département, je présidais un syndicat d'énergie et j'avais pris la compétence maîtrise d'ouvrage parce que même dans une commune d'ailleurs de 5 ou 10 000 habitants, il n'y a pas toujours des spécialistes dans l'enfouissement de réseau. Et je pense que ça aidait bien les communes. Ils nous disaient simplement la rue qu'ils voulaient faire, c'était chiffré. L'appel d'offres était lancé par le syndicat.
voilà, la subvention venait en déduction du montant net à payer et ils n'avaient pas, je dirais, à s'occuper de problématiques. Et je pense que c'est important. Mais il ne faut pas non plus, comme l'a dit Cédric Chevalier, il ne faut pas non plus qu'on multiplie toutes les structures pour en faire une, pour essayer de remplacer toutes les autres. Ou alors, il faut qu'on fasse fort pour qu'il y en ait une qui puisse remplacer toutes les autres. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour ces précisions. Bien. Accompagné du Directeur Général. Et puis, on a encore deux sujets à l'ordre du jour, dont la communication sur le bilan annuel de l'application des lois.